Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 22 mars. Dernière pression diplomatique américaine et franco-britannique sur le gouvernement serbe pour tenter de régler le conflit au Kosovo, où 20 000 personnes ont fui les combats. Journée mondiale de l'eau, la pénurie affecte 500 millions d'individus et un tiers de la population mondiale va manquer d'eau en 2025. Rumeur de démission potentielle autour de Roland Dumas qui subit les pressions d'hommes politiques de droite et de gauche. Les Oscars du cinéma couronnent Shakespeare in Love et La vie est belle. Roberto Benigni montre toute sa joie pour l'Oscar du meilleur acteur. Le printemps des poètes est ouvert, des milliers d'initiatives en France. C'est le choix de Jeanne Moreau ce soir dans ce journal. Pour éviter les bombardements de l'OTAN, les dirigeants serbes réclament une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour donner une ultime chance à la paix, l'émissaire américain, M. Richard Holbrooke, est à Belgrade afin de tenter d'amener les autorités yougoslaves à accepter le plan de paix pour le Kosovo. Mais cette frénésie d'activité diplomatique n'a pas donné jusqu'à ce soir de résultats. Commentaire Patrice Romden. Le village borde l'une des routes principales du Kosovo. Voilà qui suffit à en faire une cible pour les forces spéciales serbes qui combattent l'UÇK. Objectif, gagner du terrain, médiatiser sa force. De fait, quelques 30 000 soldats renforcent depuis la semaine dernière les effectifs déjà déployés dans la province, un peu comme si Slobodan Milosevic voulait placer la barre le plus haut possible au moment où Richard Holbrooke débarque à Belgrade. Au président yougoslave, l'émissaire américain dira qu'il urge de signer l'accord de paix sous peine de frappes aériennes. Refrain connu, il est vrai que Richard Holbrooke accomplit là son 41e voyage à Belgrade. Mais en attendant, Holbrooke rend visite aux Russes qu'exaspère l'hypothèse militaire. Nous les Russes, nous sommes fermement opposés à l'usage de la force en Yougoslavie. Nous préférons une solution politique et nous pensons que la communauté mondiale doit amener les deux parties à négocier. Il existe toujours une chance de trouver un compromis et la Russie veut absolument y parvenir. Primakov sera demain à Washington, il y tiendra le même discours. Mais retour à Holbrooke qui maintenant s'exprime à la télévision yougoslave. La cible, c'est la population du pays. De mon point de vue, il y a eu un malentendu sur la force internationale de paix actuellement basée en Macédoine. Cette force protégera les deux communautés, serbes et albanophones, contre toute forme de violence. Parole conciliante que les Occidentaux combinent avec un discours plus ferme tenu un peu plus tôt dans la journée à Bruxelles. Les Alliés y affichaient leur unité et martelaient que l'OTAN reste prêt à agir. À Washington, il y a quelques minutes, le président des États-Unis, M. Bill Clinton, vient de lancer un appel solennel en direct sur toutes les télévisions américaines. Appel solennel au président yougoslave, Slobodan Milosevic. M. Clinton a également envoyé un message au président russe Boris Eltsine sur la gravité de la situation au Kosovo. Et comme d'habitude, en pareille situation de guerre qui ne porte pas son nom, ce sont les populations civiles qui en pâtissent le plus. En fin d'après-midi, un café a été victime d'un attentat à Pristina. Et puis environ 20 000 Albanais du Kosovo ont fui les combats pour se réfugier dans la ville de Glogovac, située dans la Drenica, c'est au centre du Kosovo. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Anne Poncinet et Gilles Jacquier. C'est dans la petite ville de Glogovac que convergent des milliers de réfugiés originaires des villages de la Drenica. On entendait encore aujourd'hui quelques rares coups de canon à la mi-journée, mais le gros des combats a eu lieu ce week-end. Nous ne pouvons pas aller plus haut dans les collines. La route est barrée par les forces serbes. Certains de ces réfugiés viennent de très loin, parfois même de l'autre côté de la montagne. Ils ont été chassés par les bombardements d'un autre front. Une femme nous explique qu'elle a quitté sa maison depuis 3 semaines. Elle a reculé de village en village. Son mari, resté sur place, est mort. Non, moi je ne sais pas où il y a un endroit tranquille maintenant dans la montagne. Et puis de toute façon, avec ces 2 gosses, j'ai peur d'y rester. Des 2 côtés, ils sont en train de pilonner. Moi, j'ose plus rester dans la forêt. Ces témoignages semblent indiquer que les positions des rebelles de l'UÇK sont affaiblies dans cette partie de la Drenica. Les organisations humanitaires sont présentes à Glogovac depuis 2 ou 3 jours. Mais au moment où nous rentrons dans le dispensaire de Médecins du Monde, un ordre radio tombe. Bon, on remballe. Nous avons une équipe qui s'informe dehors de savoir quelle est la situation
On nous demande de remballer, on remballe, et je ne sais pas pourquoi. Enseignement pris, rien d'autre en fait qu'une tension plus vive que d'ordinaire qui conduit le QG de Médecins du Monde à rapatrier plus tôt son personnel de terrain. Le fait que nous filmions ces réfugiés ne plaît pas aux forces serbes qui patrouillent en ville. Ils nous expliquent que ce sont les terroristes, comprenez les militants séparatistes, qui font fuir les habitants pour provoquer une catastrophe humanitaire. Pour les forces de sécurité serbes, il est important de gagner du terrain militairement. Le problème, c'est de le faire sans provoquer un afflux de réfugiés dont les Serbes connaissent l'impact sur la communauté internationale. Ce soir à Pristina, des tirs d'armes automatiques ont fait déménager certains habitants de leur quartier. La tension est montée en ville depuis qu'hier soir vers 18 h, une patrouille de policiers serbes a été prise en embuscade dans cette rue. 4 policiers ont été tués. Depuis, les contrôles de police sont plus pointilleux à Pristina. La célébration de la journée mondiale de l'eau, organisée aujourd'hui au Caire, en Égypte, a pris une tournure plutôt dramatique. Les chiffres révélés par les Nations Unies ou la Banque mondiale font état d'une grave menace pour les années à venir de pénurie d'eau dans le monde. Il faudrait 600 à 800 milliards de dollars pour venir à bout des crises d'eau potable notamment, mais aussi pour permettre aux zones rurales de développer les cultures. Explication Hélène Vergne. 3% seulement des réserves d'eau que compte la planète Terre sont constituées d'eau douce. De l'eau qui aujourd'hui fait défaut à près de 500 millions d'êtres humains dans le monde. Avec bien sûr de très fortes disparités régionales. Le manque d'eau est d'abord un problème des pays pauvres et qui s'aggrave avec la surpopulation. Selon un rapport des Nations Unies, d'ici 2025, il faudrait 20% d'eau douce en plus. Pour subvenir aux besoins d'une population en augmentation constante, on prévoit 9 milliards d'êtres humains. L'Afrique, le Proche-Orient, l'Inde, la Chine seront particulièrement touchés par la pénurie d'eau. Au total, 30% de la population mondiale et une quarantaine de pays. Il faut donc apprendre à partager l'eau, à mieux la gérer, d'autant que son traitement coûte cher. Selon la Banque mondiale, il faudrait jusqu'à 5 000 milliards de francs pendant les 10 prochaines années pour venir à bout des pénuries d'eau. Et ce sont les pays arabes qui sont entre autres en première ligne sur la question de l'eau. Pas seulement pour des raisons de litige frontalier, mais aussi, comme le rapporte notre correspondant à Jérusalem, Charles Anderlin, tout simplement parce qu'actuellement, la météo n'a pas apporté suffisamment de pluie. Pour les spécialistes israéliens de la météo, c'est l'hiver le plus chaud, le plus ensoleillé et surtout le moins pluvieux du siècle. Il est tombé au Proche-Orient seulement 40% de la quantité moyenne de pluie annuelle. C'est la sécheresse, une catastrophe pour la région. Le lac de Tibériade, le principal réservoir d'eau d'Israël, n'a reçu que 160 millions de mètres cubes d'eau au lieu des 400 millions qu'il reçoit durant un hiver normal. En général, à cette époque-ci de l'année, ce poteau est submergé. Le niveau du lac a baissé de 3 mètres. Premier touché, les agriculteurs israéliens. Ils espèrent encore sauver les cultures de l'hiver, mais doivent déjà réduire de 40% l'irrigation de leurs champs. Et ce n'est pas tout. La crise risque d'avoir des répercussions politiques graves. En effet, le gouvernement jordanien a vivement protesté à l'annonce d'une éventuelle réduction des quantités d'eau qu'Israël s'est engagé à fournir à la Jordanie dans le cadre du traité de paix. Quant aux Palestiniens qui souffrent d'une pénurie d'eau chronique, ils considèrent la situation avec une inquiétude croissante. Déjà des villes comme Hébron en Cisjordanie et une partie de la bande de Gaza n'ont plus l'eau courante. J'ai une promesse du responsable israélien de l'eau qu'il ne réduira pas l'eau potable qu'il nous fournit. Mais il a ajouté, s'il y a un désastre, je n'aurai pas le choix. Et à Tel Aviv, le haut-commissaire israélien de l'eau regrette que les accords avec les Jordaniens et les Palestiniens ne prévoient pas les années de sécheresse. J'insiste pour que les Jordaniens et les Palestiniens comprennent que nous devons non seulement partager les quantités d'eau des bonnes années, mais aussi les déficits des années de sécheresse. Cette crise intervient au pire moment. En effet, l'impasse dans le processus de paix au Proche-Orient ne permet pas la recherche de solutions régionales à ce problème.
Concernant les métiers de l'eau, le groupe français Vivendi, ex-général des eaux, s'apprête à racheter une société américaine, US Filter, et à devenir ainsi numéro 1 mondial dans ce domaine. Vivendi, présidé par Jean-Marie Messier, a développé ses activités au point d'être parfois soupçonné d'hégémonie. Ainsi, à Nancy, où la communauté de communes a délégué l'essentiel des services publics à des filiales de Vivendi. Les conditions d'appel d'offres sont parfois opaques et un projet gouvernemental vise à renforcer la transparence dans les délégations de missions de services publics. Reportage à Nancy, Sébastien Vibert et Alain Poirier. Cette station d'épuration appartient à la ville de Nancy, mais c'est une filiale de Vivendi qui la gère. Ici, le groupe privé gère aussi par ses filiales le ramassage des ordures, le chauffage des HLM, le réseau d'autobus et même la salle de spectacle. Monopole, omniprésence? Pas du tout, répondent les élus. Tous ces services publics ont été délégués à ces filiales privées parce qu'elles étaient toutes les meilleures. Le fil directeur, c'est l'usager. Quels services on peut apporter au bénéfice de l'usager? Par quels moyens? Par quel savoir-faire? Voilà tout ce qui compte. Serge Bouly, lui aussi élu à Nancy, partage ce principe mais avec des réserves. Pour rendre potable l'eau de la Moselle, la communauté urbaine a construit à grands frais cette usine de traitement. Là encore, c'est une filiale de Vivendi qui gère ce service public par contrat depuis 25 ans. Problème, cette société n'a jamais été mise en concurrence, pas le moindre appel d'offres, position de force qui gêne Serge Bouly. C'est absolument pas ça. Je vous le dis, la loi ne nous permettrait plus cela aujourd'hui. Maintenant, il y a un contrat signé en bonne et due forme qui doit aller à son terme. Contrat pourtant rediscuté actuellement. Les élus réclament de la société une plus grande clarté des comptes, essentielle pour fixer le prix de l'eau. Car à Nancy, l'eau est bonne mais chère. 19,50 francs le mètre cube, dont 60 centimes versés aux prestataires. Son bénéfice, 1 million de francs. Rentabilité excellente. Jean-Louis Bourgat, lui, est encore plus critique. Délégué CGT à la compagnie de bus, filiale Vivendi, il dénonce ce qu'il considère comme une dégradation de la qualité du service. 80 postes ont été supprimés en 3 ans dans l'entreprise, motif d'une grève de 15 jours en décembre dernier. On ne peut pas faire avec un conducteur le travail de 2. On ne peut pas faire avec un mécanicien le travail de 3 mécaniciens. Donc il y a des choses qui ne sont plus faites aujourd'hui parce que l'objectif principal, c'est de prendre de l'argent. Et là encore, comptabilité et gestion sont jugées opaques et douteuses par les élus du personnel. Ils ont d'ailleurs obtenu du tribunal de Nancy la nomination d'un expert comptable pour tenter d'y voir plus clair. Besoin de transparence que la direction de Vivendi affirme pourtant comprendre et satisfaire. Nous sommes tout à fait d'accord pour qu'au cours d'un même contrat, régulièrement, on revoie les conditions de ce contrat parce que les choses évoluent, la réglementation évolue, les consommations évoluent. À Nancy, aucune fraude au service public n'a été mise au jour, mais l'absence de transparence suscite malgré tout soupçons et interrogations. D'autres contrats, dans d'autres villes, sont également réexaminés. Nouvelle exigence d'un contrôle renforcé sur la gestion privée de l'argent public. Le commerce extérieur français et l'activité des entreprises françaises à l'étranger vont bien, mais en parallèle, les projets d'investissement étrangers en France ne vont pas mal non plus. Répertoriés par la DATAR, la Direction de l'aménagement du territoire, ces projets vont créer ou maintenir près de 30 000 emplois, soit une augmentation de plus de 21% selon l'annonce faite aujourd'hui par Mme Voynet, ministre de l'aménagement du territoire. Autour de M. Roland Dumas, des rumeurs et des déclarations évoquent une démission potentielle dans un cas, souhaitable selon les autres, à la suite des dernières péripéties de l'affaire Elf et des déclarations de Mme de Viégeoncourt. Les prises de position dans le domaine politique sont plutôt en défaveur de la situation actuelle du président du Conseil constitutionnel. Commentaire Arnaud Boutet. Depuis les dernières révélations de Christine de Viégeoncourt, la pression monte et Roland Dumas s'interroge. Vendredi, le président du Conseil constitutionnel reconnaissait qu'il lui sera très dur de rester à son poste. Avec la réouverture du dossier d'instruction de l'affaire Elf, la droite passe à l'offensive. Elle réclame désormais clairement le départ de Roland Dumas. Moi, je sais ce que je ferais si j'étais à la place de M. Dumas. Mais je le ferai au nom de principes qui font que je ne pourrai pas être à la place de M. Dumas. Et c'est à M. Dumas de prendre cette décision. Pour autant, je souhaite qu'on puisse tourner la page le plus rapidement possible. Il doit être insoupçonnable, totalement insoupçonnable. C'est de l'intérêt même de la crédibilité du Conseil constitutionnel. Ça dépasse sa personne. Et donc, je ne suis pas favorable. La gauche sort également de son silence. Et l'avis tranché de Michel Rocard sonne comme un règlement de compte avec Roland Dumas, qu'il n'a jamais porté très haut dans son estime.
Je pense que M. Dumas devrait démissionner de toute urgence. Je pense qu'il y a en effet un problème moral posé. Au sein du gouvernement, le cas Roland Dumas dérange, mais on refuse de le pousser à la démission. C'est une décision qui appartient au président du Conseil constitutionnel ou aux membres du Conseil constitutionnel. Et moi, je n'ai pas à donner d'indication du gouvernement sur ce sujet. La situation de Roland Dumas est inédite sous la Ve République, les soutiens se font rares et le 5e personnage de l'État se retrouve isolé et seul face à lui-même. Gérard Leclerc, on a effectivement l'impression qu'il est traqué, un peu cerné. Oh, écoutez, Roland Dumas est le dos au mur. On résume, mise en cause par le déballage quasi quotidien et d'ailleurs contradictoire de Christine Devier-Joncourt, un mauvais feuilleton qui ressemble, dit-il, intéressé, au supplice chinois du goutte à goutte et qui devrait lui valoir d'être de nouveau entendu par les juges. Roland Dumas attaqué, on l'a vu par tous les leaders de l'opposition depuis, est-ce un simple hasard que vendredi la justice a conclu à sa propre incompétence face au président de la République. Roland Dumas lâché par plusieurs socialistes, un ministre parle de nausée, d'autres en appellent à la conscience, histoire de ne pas laisser à la droite la posture de témoin de moralité. Roland Dumas, enfin soumis jusque dans les couloirs feutrés du Conseil constitutionnel aux interrogations de quelques sages, inquiets de la crédibilité de l'institution. Alors l'homme a certes une réputation de battant, mais ses proches le disent atteint, gagné par la lassitude. Oui, c'est ce que rapportait notamment notre confrère Figaro ce matin, d'où l'idée que Roland Dumas pourrait, disons, se mettre en congé de la présidence du Conseil constitutionnel. Oui, alors notez que rien ne l'y oblige tant que ses 8 collègues ne prennent pas d'initiative. Et ce d'autant que le président de la République et le Premier ministre gardent le silence, le premier faisant savoir qu'il a le pouvoir de nommer le président, mais pas de le démissionner, le second qu'il ne saurait intervenir face à l'institution qui juge ses actes. Alors cette mise en congé de la présidence, Roland Dumas restant membre du Conseil, serait un geste qui n'aurait pas le caractère infamant de la démission. C'est le doyen d'âge Yves Guéna qui lui succéderait dans ce cas. Encore Roland Dumas doit-il vaincre sa dernière réticence, que cette décision ne soit pas interprétée comme un aveu de culpabilité, alors que, ironie de l'actualité, l'Assemblée doit débattre demain de la présomption d'innocence. Et pourtant, les hommes politiques sont toujours très appréciés par les Français. Dans le numéro 100 du journal Marianne, il y a un sondage qui est plutôt favorable aux personnalités politiques. Les 100 personnes qui font le plus pour la France, il y a 21 politiques sur les 28 premières personnalités citées. Le président de la République et le Premier ministre en 2 premières places. 2 premières places. Merci Gérard. À Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, les résultats du premier tour de l'élection législative partielle sont considérés à l'échelle régionale comme un véritable bouleversement. C'est le candidat de démocratie libérale qui est très largement en tête devant le député communiste sortant. À l'extrême droite, la candidate lepéniste a perdu près de la moitié de ses suffrages du précédent scrutin. Reportage Alban Mikosi, Emmanuel Beck. Aubagne, la cité de Marcel Pagnol. Voilà bien une place forte pour le Parti communiste au pouvoir ici depuis 37 ans. Alain Belviso ne le dira pas, mais les résultats du premier tour l'ont touché. Il ne lui reste que 6 jours pour convaincre. Du coup, la logistique communiste tourne à plein régime. Tracts, visites de quartier, réunions publiques et un argument massu, la droite est l'allié du Front National. Je crois que les enjeux sont clairs pour dimanche prochain, soit la poursuite ici avec un député ancré dans la majorité plurielle, soit un député démocratie libérale allié au Front National qui viendra ici rééditer ce qui se fait à Vitrolles. Où sont passés les électeurs du Front National? C'est l'un des mystères de ce scrutin. La scission entre amis de Jean-Marie Le Pen et de Bruno Maigret a fait des ravages, 10 points de perdus. Ce soir, la candidate Front National fustige le soutien aux représentants de l'Alliance proposé par Bruno Maigret. Je crois que c'est la seule porte de sortie des maigretistes actuellement pour se positionner au plan politique français. Il nous l'avait déjà laissé entrevoir lorsqu'il était encore dans notre mouvement. Actuellement, il dévoile très réellement son visage et ses prises de position politiques. La main tendue des maigretistes. Avec 7 points d'avance au premier tour, Bernard de Flessel, le candidat de l'Alliance, affirme pouvoir s'en passer. Avec Bruno Maigret, pas de contact particulier? Pas du tout, non, pas du tout. Vous me l'apprenez, j'en suis très surpris. Je crois qu'il y aura d'autres appels dans la journée et demain qui seront, eux, plutôt à gauche. Tout le monde pense ici au vert. Les soupçons de fraude qui ont pesé sur les communistes les ont rendus très critiques. Leur candidate ne donnera aucune consigne de vote à ses électeurs. Le soir tombe sur Aubagne. Le calme est trompeur, la semaine de campagne sera très agitée. Un seul signe, 8 magistrats seront réquisitionnés dimanche prochain pour le dépouillement.
Le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné le responsable CGT Michel Beurrier à 2 mois de prison avec sursis et 3 000 francs d'amende pour violence sur agent de la force publique et aide au séjour irrégulier d'un étranger. Les faits se sont produits au mois d'août 1998. Une bousculade s'était produite entre un groupe de soutien, un jeune sans-papier sénégalais et des policiers. M. Beurrier a annoncé qu'il ferait appel et puis le secrétaire général de la CGT, M. Bernard Thibault, a estimé qu'il s'agissait d'une sentence lourde contre la démocratie. La ministre de la Justice, Mme Elisabeth Guigou, était à Bonn, en Allemagne, ce lundi, pour tenter de trouver une solution à un dossier judiciaire très embrouillé. Il s'agit de la garde d'enfants issue d'un couple franco-allemand. Les justices respectives, françaises et allemandes, ayant tranché différemment, l'une en faveur de la mère, l'autre en faveur du père. Il y a tout juste un an, le père, M. Thiemann, avait fait enlever ses enfants à Montoire, dans le Loir-et-Cher. La mère, Mme Lancelin, les avait emmenés auparavant en France sans le consentement paternel. Mme Guigou tentait donc, avec son collègue allemand, une médiation. Reportage Olivier Lerner et Frank Brockmann. Elle n'est pas venue à Bonn pour rien, Elisabeth Guigou. Si elle n'a pas rencontré le chancelier, elle avait fixé 2 rendez-vous importants dans son agenda. Avec son homologue allemand à la justice, puis avec le ministre de l'Intérieur, Elisabeth Guigou a longuement évoqué un sujet qui empoisonne les relations franco-allemandes. Les couples binationaux divorcés et la garde des enfants. Un imbroglio judiciaire entre Paris et Bonn. Une 50aine de cas sont entre les mains des juges français et allemands. La dispute parentale dans la famille Thiemann-Lancelin est un véritable feuilleton à rebondissement. Pour Madame Lancelin, qui a eu évidemment un espoir formidable de voir revenir ses enfants, c'est une épreuve supplémentaire que ce délai qui est imposé par le recours formulé par M. Thiemann auprès de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Et que, eh bien, c'est vrai que c'est difficile pour elle. Après l'enlèvement des enfants, en France, par le père allemand, le tribunal de Blois, puis celui d'Orléans, s'était prononcé en faveur de la mère française pour la garde des 2 enfants. Mais dans le même temps, la justice allemande donnait raison au père. Déjà, en mai 88, au sommet franco-allemand d'Avignon, cette affaire était venue brouiller les rencontres au sommet. Aujourd'hui, dans l'attente d'un ultime recours constitutionnel, le père a les enfants et ne désarme pas. L'avocate de Cosette Lancelin parle ce soir d'obstruction de la justice allemande. Elisabeth Guigou ne va pas jusqu'à en dire autant, mais sa venue aujourd'hui à Bonn montre bien l'attente et l'exaspération du gouvernement français qui exige dorénavant qu'un seul tribunal soit compétent en la matière, en l'occurrence celui où vivait le couple avant de se séparer. Scène d'enthousiasme à Genève aujourd'hui où les aérostiers Bertrand Piccard et Brian Jones sont arrivés. Après leur tour du monde en ballon achevé avec succès dans le désert égyptien, le Suisse Piccard et le Britannique Jones ont raconté en détail leurs exploits. Reportage Virginie Fichet et Joël Bruyandet. Un geste de victoire. Bertrand Piccard et Brian Jones sont fiers d'avoir dompté les vents. Sous la barbe des aventuriers a poussé le sourire rayonnant des héros de retour au pays. Sous la pluie, la foule a longtemps attendu de toucher enfin son rêve du bout des doigts. Ça nous fait plaisir de pouvoir partager notre bonheur avec autant de monde. Et de voir que notre plaisir a aussi été celui de beaucoup de monde. Cette journée se devait donc d'être populaire. Pour contenir les centaines d'admirateurs, l'un des immenses hangars Ah, nous avons un petit problème, c'est plus compliqué de diffuser un sujet que de faire le tour du monde en ballon, où ils ont mis à peu près 19 jours, et ils ont été reçus dans une grande fête donc dans l'aéroport de Genève. Je ne sais pas si nous pourrons revoir ces images, mais en tout cas, l'exploit était bien joli. Alerte médicale en Malaisie où une épidémie d'encéphalite d'origine porcine a provoqué la mort d'une 50aine de personnes depuis 6 mois. Une équipe internationale est à Kuala Lumpur, la capitale malaise, pour tenter de coordonner la lutte contre ce virus. Au total, on prévoit d'éliminer plus de 300 000 porcs. Commentaire Sébastien Leget. En Malaisie, le cochon est aujourd'hui l'animal à abattre. Depuis 2 jours, c'est l'armée qui exécute le plan d'extermination. Tranquillisés par les gaz avant d'être tués, c'est le sort de 300 000 cochons. Ces animaux véhiculent un virus qui aurait fait une 50aine de morts. Pour autant, le danger ne provient pas de la consommation de viande. Le vecteur du virus, c'est le moustique, qui fait le lien entre le porc et l'homme. Il faut savoir que les transmissions directes du porc à l'homme sont heureusement relativement rares. Le virus le plus courant, c'est le virus grippal, qui peut passer du porc à l'homme et inversement.
L'encéphalite japonaise, surnommée peste orientale, est un fléau récurrent en Malaisie. Mais cette fois, des personnes vaccinées sont mortes. Une nouvelle qui a semé la panique dans le nord du pays. Fermes désertées, cochons abandonnés. Les scientifiques viennent en effet d'isoler un second virus. On ne connaît pas les moyens de lutter contre ce virus et par conséquent la seule chose que l'on puisse préconiser à l'heure actuelle c'est d'éviter d'avoir des contacts directs avec des porcs malades. Ces deux virus ne sont pas connus en Europe et restent propres à l'Asie du Sud-Est. Ils sont fragiles, la viande de porc étant mangée cuite, il n'y a aucun risque pour le consommateur. Pour faire le tour du monde en ballon, il y a eu plusieurs tentatives pour diffuser le reportage de nos envoyés spéciaux à Genève montrant la fête qui accueillait Picard et Jones à Genève aujourd'hui à l'aéroport. Il y a une deuxième tentative, la voici. Un geste de victoire. Bertrand Picard et Brian Jones sont fiers d'avoir dompté les vents. Sous la barbe des aventuriers a poussé le sourire rayonnant des héros de retour au pays. Sous la pluie, la foule a longtemps attendu de toucher enfin son rêve du bout des doigts. Ça nous fait plaisir de pouvoir partager notre bonheur avec autant de monde. Et de voir que notre plaisir a aussi été celui de beaucoup de monde. Cette journée se devait donc d'être populaire. Pour contenir les centaines d'admirateurs, l'un des immenses hangars de l'aéroport n'était pas de trop. Redescendus de leurs nuages, les nouveaux dieux du ciel ont alors mené la célébration et fait ce que l'on attendait d'eux, raconter. Il y a eu des moments pendant ce vol où on aurait bien laissé tomber, mais en fait on n'a jamais voulu abandonner. Et même si on l'avait souhaité, nous n'aurions pas pu. Ce n'est pas facile de quitter un ballon à 23 000 pieds au-dessus du Pacifique. Ultime hommage, celui de Richard Branson, l'ange déchu, le concurrent malheureux, mais fair play. On a eu 15 merveilleuses années de compétition. Ils ont travaillé aussi dur que nous, mais nous ne pouvions pas être deux à être les premiers autour du monde. Maintenant, nous, on va s'attaquer à de nouveaux challenges. Après 20 jours dans leur bulle, isolés du monde, les deux aéronautes ont vécu aujourd'hui une autre épreuve d'endurance, l'immersion médiatique. Bertrand Picard se plie au rituel et livre un dernier message. Faire le tour du monde pour faire un record, ça ne sert strictement à rien. Faire le tour du monde pour revenir en témoignant qu'on a vu une planète absolument magnifique et malgré ça beaucoup de souffrance sur Terre, ça peut-être que ça servira à sensibiliser un petit peu plus les gens. Bertrand Picard et Brian Jones savourent leur nouvelle gloire. Comme en pèlerinage, ils retourneront demain à Châteaudet, leur point de départ. Mais avant, il faudra se reposer. Les héros sont fatigués. Cinéma, aux États-Unis, les cérémonies sont encore plus longues qu'en France. 4h30 pour remettre les Oscars. 2 films sont sortis grands vainqueurs, Shakespeare in Love de John Madden et La vie est belle avec Roberto Benigni. Le comédien italien déjà récompensé au dernier festival de Cannes n'a pas manqué l'occasion pour démontrer son enthousiasme. Commentaire Antoine Cormery. And the Oscar goes to Il n'y a pas à dire, Roberto, pour vous décoincer une soirée un peu guindée, il est du tonnerre. Question jeu de jambes, il est pas mal non plus. Et c'est dans les bras de sa compatriote Sophia Loren qu'il va savourer son premier Oscar de la soirée, celui du meilleur film étranger, pour La vie est belle. Puis à la barbe des stars hollywoodiennes, Roberto Benigni and Life is... Lui, le petit Italien facétieux, s'arroge dans la foulée. C'est une première, l'Oscar du meilleur acteur. Une fois n'est pas coutume, les mots vont lui manquer. This is a terrible mistake because I used up all my English. No, I don't know. Oh, this is... Grazie all'Italia e grazie all'America. I learned a lot of things here. Thank you very much. And I hope really I don't deserve this, but I hope to win some other Oscars. Thank you. L'autre grand gagnant de cette nuit des Oscars, c'est le très romantique Shakespeare in Love, sacré meilleur film de l'année. Gwyneth Paltrow. Dans sa robe de princesse, Gwyneth Paltrow, incarnation très convaincante de la Juliette de Shakespeare, enlève, à 26 ans, l'Oscar de la meilleure actrice.
Longtemps boudé par l'Académie, Steven Spielberg obtient pour Le Soldat Ryan son 2e Oscar de réalisateur. Steven Spielberg. Un succès qu'il a dédié aux familles des soldats disparus et à son père, vétéran de la Deuxième Guerre. Papa, tu es le plus grand. Merci de m'avoir appris qu'il est noble de regarder derrière tout en respectant le passé. Je t'aime beaucoup, c'est pour toi. Mais le passé, il en a aussi été question avec l'Oscar spécial décerné au grand réalisateur Elia Kazan. En pleine guerre froide, pendant les années noires du maccarthisme, il avait dénoncé des sympathisants communistes. Les cicatrices ne sont toujours pas refermées, et pendant qu'une poignée de manifestants protestaient à l'extérieur, on aura constaté que certains se sont ostensiblement abstenus de l'applaudir lors de cette 71e nuit des Oscars. Depuis hier, nous sommes en plein printemps des poètes. Jusqu'au 28 mars, les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture se sont associés pour encourager les milliers d'initiatives en faveur de la poésie sur une idée personnelle de Jack Lang. Chaque soir, nous apporterons ici notre contribution avec des poèmes choisis par des inconnus ou des célébrités. Commençons avec Madame Jeanne Moreau, qui a choisi Phèdre de Racine. Moi, je crois à ce qu'on ne voit pas, plus qu'à ce qu'on voit. Enfin, je vois ce qu'on voit, mais c'est une dimension qui ne me suffit pas, qui ne me nourrit pas assez. C'est presque une exigence mystique. Et la poésie apporte ça. Cette inspiration confuse qui traverse certains êtres. Phèdre. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée, je l'aime. Non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers qui va de Dieu, des morts, déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche. Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage, lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos. C'est simple, c'est direct. Merci Madame. Le reportage était de Pierre-Emmanuel Luneau et Bernard Puissesseau qui nous proposeront donc chaque soir dans ce journal une minute de poésie. Et puis dans le même registre des poètes, parfois maudits, voici Georges Crozy. Vous l'avez peut-être croisé au cours des 15 dernières années dans le métro. Mais ce soir, Georges Crozy est sur la scène de Bobino. Il s'est offert la salle avec ses économies comme un défi, comme un plaisir, en espérant enfin un large public attentif. Reportage Cyril Deveau, Bernard Connor. À la fin du XXe siècle, il y avait dans le métro une forte recrudescence de musiciens et de clodos. Avec sa guitare, il a fait ses gammes, il a chanté ses rimes dans toutes les rames. Georges Crozy a rodé son répertoire dans tous les couloirs. Pendant 15 ans, il a fait le métro. Certains disent moins pudiquement qu'il a fait la Manche. Presque tous les jours et toujours sur la ligne 13. J'ai choisi la ligne 13 en particulier parce que justement l'acoustique est vraiment idéale pour moi. Et en plus parce que j'ai mon public. Voilà, au bout de 13 ans, 13-15 ans, j'avais mes habitués, les gens qui me donnent envie encore de chanter, quoi. Chanter pour ceux qui ont la chance d'aller travailler. Bonjour messieurs, dames. Je vais vous offrir une de mes petites chansons. Moi, mes chansons métrogéniques, quoi qu'en disaient les asphaltiques, étaient à but non compassif. Je tenais là mon leitmotiv, avec ma guitare en bandoulière. Textes et musiques ont été composés à l'ombre de Georges Brassens et de Jacques Brel. J'ai deux façons de me définir. Je chante un peu le désespoir en érection, c'est une métaphore que j'aime bien, ou bien l'espoir sous perfusion, mais sinon je préfère pamphléter. Il y a une jouissance à écrire des chansons qui dépassent l'ego purulent. Entre Champs-Élysées et Montparnasse, il pouvait gagner 200 francs en 1 heure de temps. On ne peut pas prendre la grosse tête parce qu'il y a un wagon qui va vous applaudir, et celui-là d'après, vous allez faire un gros bide. Ses paroles reflètent sa vie, son origine italienne, sa jeunesse à Montpellier, son désarroi lorsqu'à 21 ans il débarque à Paris. Aujourd'hui, à 39 ans, il a décidé de remonter à la surface. Oublier le monde des souterrains et des tapis roulants. Pour un soir seulement et pour 50 000 francs, il s'offre la scène de Bobino. C'était un rêve, oui. Mais je crois que tous les gens qui écrivent et qui composent, qui chantent, ont envie de chanter dans une grande salle, quoi.
pour un tout petit peu de reconnaissance, quoi. L'accordéoniste de Jacques Brel, Jean Corty, l'accompagnera gratuitement. Les deux autres musiciens également. Pendant 2 heures, Georges Grosy va chanter son histoire. Sa femme, ses 2 enfants, ses coups de gueule et ses coups de cœur. C'est uniquement pour le plaisir, mais sait-on jamais? Peut-être un producteur. Voilà, Georges Grosy, ce soir à Bobino. Nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle 2 informations que nous avons développées. Tout d'abord, les dernières tentatives diplomatiques avec la rencontre entre M. Milosevic et l'émissaire américain Richard Holbrooke, images qui viennent nous parvenir. Et puis, dernière tentative diplomatique, on parle peut-être de frappe pour mercredi, tandis qu'il y a déjà eu des affrontements au Kosovo. 20 000 personnes auraient fui ces zones de combat. C'était également aujourd'hui la journée mondiale de l'eau, réunion au Caire internationale. On annonce un risque de pénurie dans les pays du Sud. Il faudrait 800 milliards de dollars pour tenter de venir à bout de cette pénurie. Dans quelques secondes, la météo avec Sophie Davant. Et puis à 22h40, l'émission magazine Mots croisés en direct avec Arlette Chabot et Alain Duhamel. Arlette Chabot et Alain Duhamel mettent face à face Daniel Cohn-Bendit et Nicolas Sarkozy. Et les 2 débatteurs seront interpellés par Alain Krivine et Bruno Gollnisch. À 0h15, le journal de la nuit vous sera présenté par Laurence Ostolaza. 0h35, le cercle de Philippe Lefebvre, avec pour thème la littérature pas évidente, et ce à l'occasion du Salon du Livre. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra André Ruffo, qui est la présidente du tribunal international des droits des enfants, qui est juge à la Cour de Québec. Et puis à 13h, vous retrouverez Rachid Arabe. À demain 20h, bonsoir, merci.